Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. La rhétorique du président Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine a énormément évolué en 2 ans. Au départ, il estimait qu'il fallait à tout prix éviter d'humilier la Russie, qu'il fallait employer la diplomatie pour amener Poutine à la table des négociations, alors qu'aujourd'hui, le président français adopte une position beaucoup plus ferme. Guerre en Ukraine. Emmanuel Macron appelle un sursaut pour assurer la défaite de la Russie. Lors d'une réunion des alliés de l'Ukraine, lundi à Paris, le président français a annoncé de nouvelles mesures pour fournir plus d'armes à Kiev et a évoqué l'hypothèse d'un envoi de troupes occidentales à l'avenir. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Donc, non seulement Macron appelle l'OTAN à se mobiliser davantage et à commencer à envisager le déploiement de troupes en Ukraine, mais en plus, il annonce explicitement que la France pourrait le faire de sa propre initiative. Ce message ne s'adresse pas uniquement à la communauté internationale, mais aussi et surtout aux Français. C'est pour ça que Macron a réuni les chefs de partis d'opposition pour leur faire part de sa position. L'armée française interviendrait si l'armée russe avançait sur Odessa ou Kiev. Il aurait dit, je le cite, face à un ennemi qui ne met aucune limite, nous ne pouvons nous permettre d'en formuler. Évidemment, la France insoumise et le Rassemblement national se sont exprimés contre une intervention française en Ukraine. Mais que pouvait-on attendre d'autre de leur part? Bref, une semaine plus tard, le Parlement a voté pour l'adoption d'un accord de sécurité franco-ukrainien signé par le président français qui prévoit jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire à l'Ukraine. Macron a aussi appelé le reste de l'Union européenne à faire preuve de courage, enfin à ne pas être lâche face à l'avancée d'une puissance devenue inarrêtable. Clairement, le discours du président français reprend des éléments de langage très guerriers. Et chez Diplo, ça nous pousse à nous interroger. Est-ce que des soldats français vont réellement aller se battre en Ukraine? On va faire le point dans cette vidéo. Mais d'abord, on aimerait remercier notre sponsor, MyHeritage. C'est un arbre généalogique en ligne qui te permet de tracer tes origines en renseignant les données de tes parents, de tes grands-parents et d'ancêtres plus lointains. La plateforme compte déjà 90 millions d'utilisateurs et 19 milliards d'archives historiques. T'as à portée de clic une encyclopédie sur l'humanité et surtout celle de ta famille. C'est le premier site généalogique d'Europe. Mais si t'as des ancêtres ou des cousins à l'étranger, ça marche quand même. Moi par exemple, grâce à la fonctionnalité Instant Discoveries qui compare ta lignée à celle des autres utilisateurs de MyHeritage, j'ai pu retracer l'arbre du côté de mon daron jusqu'au 12e siècle. Et j'en ai tiré quoi? On est français depuis 9 siècles mon pote. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, j'avais juste à renseigner les données ultra basiques de mes parents, genre leur lieu de naissance et leur âge, et c'est le site qui a tout reconstruit en croisant ces données avec celles d'autres utilisateurs. Surtout que du coup, ça te permet de rassembler plein de documents historiques auxquels tu n'aurais pas forcément eu accès autrement. Par exemple, moi, je suis tombé sur un recensement de la mairie de Paris qui remonte à 1926 qui me permet de prouver que mon arrière-grand-père habitait dans le 17e arrondissement. Et le bonus trop cool, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux recréer des images couleurs ou animées de tes aïeux à partir d'une simple photographie ancienne. C'est pas mal, hein? Donc, si toi aussi tu veux savoir d'où tu viens, et bah inscris-toi sur MyHeritage avec le lien en description et tu pourras bénéficier de 2 semaines d'essai cadeau où tu pourras essayer toutes les fonctionnalités que MyHeritage te propose. Moi, perso, je suis déjà accro. Allez, on reprend la vidéo, c'est parti. En vrai, ça fait longtemps que Macron et ses conseillers envisagent une intervention française en Ukraine. Il aurait dit en off à des journalistes, de toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. À l'époque, la phrase était passée inaperçue. Mais quelques jours plus tard, Emmanuel Macron annonçait publiquement que rien ne pouvait être exclu, y compris une intervention directe de l'OTAN en Ukraine. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui disent « Il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks ». Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Bon, évidemment, dans l'arène politique, les critiques ont fusé de toutes parts. Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. Marine Le Pen. La politique étrangère de la France est faite de dérapages incontrôlés et d'annonces fantasques. Jean-Luc Mélenchon. Mais les propos d'Emmanuel Macron ont aussi inspiré le rejet d'une partie de nos alliés européens.
Guerre en Ukraine, Scholz contredit Macron et s'oppose à l'envoi de soldats occidentaux sur place. Ça n'a pas pour autant découragé notre président, qui a même renchéri au cours d'une interview télé. Si la situation devait se dégrader, nous devrons être prêts et nous serons prêts. Il y a une escalade de la part de la Russie. Nous devons dire que nous sommes prêts à répondre. Emmanuel Macron. La France s'est progressivement positionnée comme une alliée de poids de l'Ukraine. À Washington, le Congrès n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur le financement de l'effort de guerre ukrainien puisque les républicains trumpistes bloquent toute avancée dans les pourparlers. Les gouvernements européens, eux, n'arrivent pas à s'accorder sur les modalités de soutien à l'Ukraine. Seuls les pays est-européens qui ont un jour gravité dans la sphère d'influence soviétique savent à quel point la menace russe est à prendre au sérieux, comme les républiques baltes, la Pologne et la Roumanie. La France est le seul pays ouest-européen qui semble réaliser à quel point la menace que pose la Russie est réelle. Le Royaume-Uni en a aussi conscience, mais depuis le Brexit, il pèse moins dans les affaires européennes, même quand il s'agit de questions sécuritaires. Bref, avec ses 3 milliards d'euros promis à l'Ukraine, la France n'a jamais autant contribué à l'effort de guerre ukrainien, surtout si l'on rapporte cette aide à la taille de l'économie française. Si l'on rapportait cette aide à la taille de l'économie US, on parlerait d'environ 24 milliards de dollars. Après, tout ça, ça reste hypothétique, bien sûr. Et encore, on n'a pas inclus les contributions de la France à l'Union européenne, dont une partie est indirectement reversée à Kiev dans le cadre du soutien européen à l'Ukraine. Mais évitons de digresser. Évidemment, les autorités russes ont fermement condamné ces prises de position publiques de la part du palais de l'Élysée. N'empêche que le 12 février dernier, Paris a révélé l'existence d'un portail numérique de désinformation, Portal Combat, censé diffuser la propagande russe au plus grand nombre. L'objectif, inonder les réseaux sociaux francophones de fake news sur la guerre en Ukraine. Donc, si on devait résumer la réplique des autorités russes, ça serait la bonne vieille technique d'intimidation. Poutine, la Russie est militairement et techniquement préparée à une guerre nucléaire. On calcule. Un proche de Vladimir Poutine évoque la possibilité d'envoyer une bombe nucléaire sur Paris. Le truc, c'est que le risque d'un dérapage incontrôlé existe réellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un affrontement franco-russe dans le cyberespace. En fait, ces derniers mois, les attaques informatiques russes visant des serveurs français sont devenues de plus en plus fréquentes. Ensuite, il y a le problème de l'ingérence. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, a déclaré au Sénat, et je le cite, « La Russie est le principal ennemi aujourd'hui de la France dans la guerre informationnelle d'agressivité sur le territoire ». Il faisait notamment référence à cet événement. Étoile de David taguée à Paris, une opération de déstabilisation menée par les services secrets russes du FSB. Sauf qu'en vrai, on est déjà passé à 2 doigts que ça pète. La France affirme que la Russie a menacé d'abattre des avions français au-dessus de la mer Noire. Les tensions entre la France et la Russie ne se manifestent donc pas uniquement dans les discours officiels et sur la scène diplomatique, mais aussi au travers du risque de confrontation militaire directe et d'opérations de déstabilisation. Franchement, ça sent mauvais. C'est un incroyable revirement de situation, étant donné que pendant longtemps, Macron a défendu la ligne du dialogue avec Moscou, de la nécessité de préserver un canal de discussion ouvert avec Poutine. D'ailleurs, durant les premiers mois de l'invasion russe de l'Ukraine, Macron avait servi de médiateur entre Kiev et Moscou. Le président français pensait réussir à convaincre Poutine de trouver une issue négociée du conflit. L'Élysée et le Quai d'Orsay étaient convaincus qu'il parviendrait à désamorcer la crise et que la Russie allait finir par mettre un terme à l'invasion et se retirait. Même que durant les premiers mois, le gouvernement français a bloqué l'achat avec des fonds européens de munitions d'artillerie produites hors de l'UE, prétextant que cette fuite des capitaux pénaliserait l'industrie européenne de la défense. Pareil pour les livraisons de matériel et d'équipements militaires. Au départ, la France était très réticente à livrer autre chose que des casques et des sacs de couchage, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron. Donc, pour récapituler, entre 2022 et 2023, la France a fourni environ 3,8 milliards d'euros de soutien militaire et humanitaire à l'Ukraine. C'est nettement en dessous des 17 milliards d'euros de l'Allemagne et des 9 milliards du Royaume-Uni. C'est très révélateur de la naïveté dont les autorités françaises ont fait preuve au début du conflit. Elles étaient convaincues que la guerre prendrait fin rapidement et qu'elle aboutirait à un accord similaire au protocole de Minsk. Sauf que depuis, on s'est rendu compte de la gravité de la situation qu'on avait clairement sous-estimée dès le départ. Emmanuel Macron a compris que Poutine l'avait trompé personnellement. Il a fallu un certain temps, mais le résultat est là. Volodymyr Zelensky dans un entretien du Monde le 11 mars 2024. L'Élysée a fini par réaliser que tout projet d'accord de cessez-le-feu était impossible à mettre en pratique dans les circonstances actuelles.
C'est pour ça qu'à partir de septembre 2022, Emmanuel Macron a renoncé à son rôle de médiateur, jugeant que les ressources diplomatiques de la France étaient inutilement gaspillées. Depuis, les autorités françaises ont une nouvelle approche. Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. En fait, le problème, c'est que Poutine est dans une fuite en avant. Il est complètement matrixé par la guerre en Ukraine. Et si rien n'est fait pour aider les Ukrainiens, alors le conflit pourrait être prolongé indéfiniment. D'ailleurs, les tentatives répétées de Poutine de lier l'attentat de la semaine dernière perpétré par Daesh à l'Ukraine prouvent bien qu'il a l'intention de faire porter le chapeau aux Ukrainiens et à leurs alliés occidentaux. Il pourrait conduire à une escalade du conflit avec une attaque directe contre l'OTAN, comme on en avait parlé dans cette vidéo. Et on n'invente rien, on cite le président de la République française, qui se base lui-même sur les services de renseignement. Si on laisse l'Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr, la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne. Emmanuel Macron. D'ailleurs, on en profite pour répondre à plein de commentaires qui nous accusent de jeter de l'huile sur le feu en imaginant des scénarios hypothétiques dans lesquels la Russie attaquerait les républiques baltes, qui, on le rappelle, sont membres de l'OTAN. Bah, désolé, mais on se base sur les craintes des autorités allemandes, norvégiennes, suédoises, finlandaises, estoniennes, lettoniennes, lituaniennes, danoises et polonaises. Et à présent, ça semble aussi être le cas des autorités françaises. Tant que Poutine ne s'arrête pas, on se précipite vers l'abysse, c'est-à-dire une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Plusieurs services de renseignement européens sont alarmés par la montée des tensions. Les Estoniens, par exemple, ont prédit un affrontement avec la Russie dans les 10 prochaines années. Alors pourquoi est-ce que Poutine s'entête dans cette fuite en avant? Bah, encore une fois, on pense qu'une attaque contre un État membre de l'OTAN pourrait être le coup de bluff ultime de la Russie. On t'en parle en détail dans cette vidéo, donc n'hésite pas à la regarder dès que tu as fini celle-ci. Donc, est-ce que la Russie est en train de se préparer à attaquer l'OTAN? Est-ce que Emmanuel Macron a raison de prendre cette menace au sérieux? Et qu'est-ce qu'il entend exactement par envoyer des soldats français en Ukraine? On t'explique tout dans le chapitre suivant, mais d'abord je t'invite à t'abonner, à partager et à liker si tu veux taper la discute, à lâcher un com ou à nous contacter sur Insta. Allez, c'est parti. Minuit sur l'horloge de l'apocalypse. Bon, ça fait 2 ans qu'on le dit sur cette chaîne. Le bilan de l'armée russe après leur invasion ratée de l'Ukraine est un véritable désastre. Mais l'armée russe a aussi acquis de l'expérience et surtout, elle a identifié ses faiblesses et appris des erreurs qu'elle a commises. À présent, le cabinet de guerre russe a entamé une refonte de l'ensemble de la chaîne de commandement et de l'organisation interne de l'armée. Les commandements stratégiques conjoints ont été dissous pour revenir à une structure plus traditionnelle basée sur la répartition des missions en fonction des corps d'armée. C'est comme ça que les flottes du Pacifique, de la mer Noire et de la Baltique ont été placées sous le commandement direct de la marine. Et c'est pareil avec l'armée de l'air. En début d'année, Poutine a également décrété le rétablissement des districts militaires de Leningrad et de Moscou. Ceux-là même qui avaient fusionné en 2010 pour former avec la flotte du Nord et de la Baltique le district militaire Ouest. De toute évidence, le Kremlin a entrepris une refonte totale de ses forces armées. Son objectif, booster leurs capacités militaires et les recentrer sur la menace que pose l'OTAN à la frontière. On estime que d'ici 2026, l'armée russe devrait mobiliser 400 000 recrues supplémentaires pour atteindre un effectif total d'1 500 000 soldats. Donc, non seulement les forces armées russes montent en puissance pour affronter toute menace immédiate, mais en plus, elles subissent une transformation de fond en comble, ce qui devrait lui permettre de faire face aux défis à venir sur le court et le moyen terme. Alors, de quels défis on parle? Bah, écoutons ce qu'en pensent les services de renseignement estoniens. L'OTAN pourrait faire face à une armée massive de type soviétique dans la décennie à venir. Cette armée sera probablement technologiquement inférieure aux forces de défense alliées de l'OTAN dans la plupart des domaines. Cependant, son potentiel militaire serait important en raison de sa taille, de sa puissance de feu, de son expérience de combat et du nombre de ses réservistes, services de renseignement estoniens. Surtout, la Russie a adopté une économie de guerre pour absorber les coûts directement liés à son opération militaire spéciale et résister aux sanctions occidentales. Actuellement, plus d'un tiers des dépenses de l'État russe sont consacrées à la défense. Le complexe militaro-industriel, lui, tourne à plein régime. Jetez un œil à la hausse de la production d'obus d'artillerie dans les usines d'armement russes. Poutine est obsédé par la guerre. Elle est devenue sa priorité absolue. Une Russie en économie de guerre avec une armée surpuissante constitue une menace existentielle pour l'Europe. L'OTAN le sait et surtout la France le sait. Maintenant, on comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron considère urgent que l'Europe se réarme. Or, selon lui,
lui, une défaite de l'Ukraine impliquerait une future attaque de la Russie. Ok, donc si on finissait par envoyer des troupes françaises en Ukraine, ça donnerait quoi ? Bon, déjà, faut remettre les pendules à l'heure. À aucun moment, il n'a été question d'envoyer plusieurs régiments d'infanterie sur le front ukrainien. Ce déploiement de soldats français aurait plusieurs objectifs. Le premier, soutenir l'armée ukrainienne pour repousser l'invasion russe. Ça deviendrait tout de suite infiniment plus difficile pour l'armée russe car elle risque de se battre avec l'armée d'un État membre de l'OTAN. Et puis, je vous dis pas le regain d'optimisme pour les forces armées ukrainiennes qui sont très éprouvées par ces 2 années de conflit incessant. Ensuite, il y a le soutien opérationnel. La présence éventuelle de l'armée française à l'arrière permettrait une meilleure gestion des arsenaux et un acheminement plus rapide des armements sur le front. Les soldats ukrainiens pourraient également être mieux formés avant leur déploiement ou durant leur permission. On n'a pas choisi ces domaines au pif. C'est précisément sur ces problématiques que l'armée ukrainienne bute ces derniers mois. En formant les soldats ukrainiens sur leur territoire, les formations imparties pourraient durer plus longtemps et surtout, elles seraient plus cohérentes tant en termes d'immersion que de climat. Ensuite, l'armée française pourrait contribuer en mettant à disposition de l'armée ukrainienne ses meilleurs spécialistes dans des secteurs très difficiles d'accès. On parle de l'utilisation de systèmes de guerre électroniques, du renseignement sur le terrain, de la sélection de cibles, de la préparation d'opérations spéciales, de la maintenance des avions et des hélicos, du tir de missiles de précision, etc. Au-delà, nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Et certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. Alors évidemment, un déploiement de soldats français sur le sol ukrainien constituerait une escalade majeure dans le conflit. Le risque de dérapage atteindrait un point culminant. Et pourtant, le gouvernement français considère que ces mesures sont nécessaires. Selon l'Elysée, le boulevard Mortier et Ballard, certaines lignes rouges ont déjà été franchies par la Russie. Ne pas y répondre serait un aveu de faiblesse, ce qui n'est jamais bon face à Poutine. Par contre, en face, on se laisse pas non plus intimider. On va tuer tous les soldats français qui seront sur le sol ukrainien, lance Piotr Tolstoï, vice-président du Parlement russe. Et puis, comme on pouvait s'y attendre, les propos du président français n'ont pas été très bien accueillis par d'autres gouvernements européens. Par exemple, le chancelier allemand Olaf Scholz s'oppose fermement au déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine. Berlin refuse de livrer à Kiev des missiles Taurus à longue portée car selon Scholz, seuls des soldats allemands savent s'en servir correctement. Or, le déploiement de troupes allemandes sur le front ukrainien est une ligne rouge qu'il n'est pas disposé à franchir. Alors, petite précision, le Taurus est un missile offensif à longue portée qui peut être tiré depuis un chasseur bombardier et qui est parfaitement adapté à la destruction de ponts, de bunkers ou de toute autre structure robuste. En fait, son ogive n'explose pas à l'impact, mais uniquement après que le missile ait pénétré plusieurs couches de la structure ciblée. Un autre avantage du Taurus, c'est qu'il a une portée plus longue que le Scalp franco-britannique. Et aussi, il est beaucoup plus furtif, ce qui explique pourquoi il est tant convoité par les Ukrainiens. Mais bon, pour l'heure, il n'est pas question que le chancelier allemand cède aux demandes de Zelensky. En attendant, la France a un autre obstacle à surmonter. Elle a beau être la seule puissance nucléaire de l'Union européenne, elle n'a pas non plus des moyens illimités. Les chiffres viennent de tomber. En 2023, le déficit public a atteint les 5,5% du PIB français. Et pourtant, le Parlement vient de ratifier un accord bilatéral de sécurité avec Kiev qui prévoit une aide de 3 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Et puis Emmanuel Macron milite activement en faveur de la relance de l'industrie européenne de la défense en insistant sur la nécessité de produire davantage de munitions et d'armements. Après, on a un savoir-faire indéniable dans cette industrie. Ce serait dommage de s'en passer. La France devient le 2e exportateur mondial d'armes et devance la Russie. C'est avec cet objectif en tête que le président français a soutenu la proposition de la première ministre estonienne Kaja Kallas qui incite l'Union européenne à émettre des obligations pour financer les investissements de défense des pays membres. Les missiles Taurus allemands dont on parlait tout à l'heure, leur production s'est arrêtée en 2019. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Emmanuel Macron veut faire de l'Europe une superpuissance militaire, surtout dans ces heures d'incertitude concernant le soutien ou non des États-Unis en cas d'un affrontement armé avec la Russie. Après tout, il y a quelques années, le président français avait tenu des propos très graves sur l'OTAN et sur la nécessité de retrouver une forme de souveraineté européenne de la défense.
L'OTAN en état de mort cérébrale, juge Emmanuel Macron. Si l'invasion de l'Ukraine par la Russie a marché comme un défibrillateur pour le traité de l'Atlantique Nord, s'il a permis de ressouder les rangs, le risque que Trump soit réélu fin 2024 fait craindre le pire aux gouvernements européens qui ont peur d'être lâchés par les USA. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron espère relancer l'industrie européenne de la défense. Évidemment, il y a aussi une question de prestige sur la scène politique internationale, notamment européenne, mais elle importe peu face aux enjeux géopolitiques qui se jouent actuellement sur le terrain. Or, cette industrie européenne de la défense, elle s'incarne entre autres par le fabricant d'armement allemand Rheinmetall qui a proposé d'ouvrir 4 nouvelles usines directement en Ukraine. D'ailleurs, la France vient de conclure un accord avec l'Allemagne et la Pologne pour augmenter la production et l'achat d'armements et de munitions à destination de l'Ukraine. France, Allemagne et Pologne relancent le triangle de Weimar pour contrer la Russie. Les mauvaises langues voudraient nous convaincre que la France est en train de se venger de l'influence grandissante de la Russie dans ses anciennes colonies d'Afrique occidentale. L'argument, il est bidon. Si bien il y a effectivement une rivalité en Afrique entre les deux puissances, Emmanuel Macron et son état-major ne sont pas non plus des têtes brûlées. Ils se risquent à un affrontement direct avec la Russie uniquement parce qu'ils considèrent qu'elle constitue une menace existentielle pour les démocraties européennes. Ok, on a plié l'affaire. À ton tour maintenant. T'en penses quoi de la position du président de la République française? T'es pour ou contre un soutien plus poussé de la France à l'Ukraine? Et surtout, est-ce que la France est la mieux placée pour incarner cet élan de solidarité avec les Ukrainiens? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. On en profite pour remercier une nouvelle fois MyHeritage qui a sponsorisé cette vidéo. Rappelle-toi qu'avec le lien en description, tu pourras bénéficier de 2 semaines d'essai cadeau où tu pourras essayer toutes les nouvelles fonctionnalités que MyHeritage te propose. Allez, à la prochaine, vive la République et vive la France!